Salut tout le monde, bienvenue à cette 13e vidéo sur le jeu Nevsky publié par GMT Games en 2019. N'ajustez pas votre appareil. Dans cette vidéo, nous allons voir les batailles qui opposent plusieurs lords. Donc c'est lords au pluriel versus lords au pluriel. Bon, ok, c'est assez simple de manière générale, les combats à plusieurs lords. Je vous dirais là, 2 contre 2, 2 contre 1. C'est assez simple. Ça commence à se compliquer un petit peu à 3 contre 2, là, mais là, rendu à 3 contre 2, là, personnellement, j'ai jamais vu ça dans la pratique. Alors, ça existe, vous allez voir que les règles essayent fort de couvrir tous les cas théoriques, là, mais dans la pratique, c'est assez rare. Il faut comprendre que pour en arriver à une bataille de 3 contre 2, ben, d'abord, faut qu'il y ait, tu sais là, faut qu'il y ait deux seigneurs qui se promènent ensemble puis qui arrivent sur une localité où se trouvent trois autres seigneurs, ou il faut que trois seigneurs qui se promènent ensemble arrivent sur une localité où se trouvent deux seigneurs, que tout ce monde-là ait envie de se battre, ait confiance en leurs moyens, puis décide d'en découdre là en pleine nature. Fait que c'est rare. Évidemment, ça prend minimalement un cas là où l'attaquant a un lieutenant avec un lord en dessous, là, puis là, déplace les deux, puis arrive à un combat, ou utilise son maréchal, qu'on a vu dans d'autres vidéos, là, pour trader du monde avec lui. Ça arrive, mais c'est rare. Tu sais, c'est en lisant ces règles-là, on a vraiment l'impression que c'est un cas où Volko a jeté les bases de son système, au cas où, par exemple, que le cinquième jeu dans la série, il y a une possibilité d'avoir 10 seigneurs en même temps là, dans un conflit XYZ qui s'est passé au Moyen Âge, là. Mais dans Nevsky, au risque de me répéter, il y a 6 seigneurs maximum d'un côté et de l'autre. Et vous n'aurez pas les 6 en même temps sur le jeu. Fait que les probabilités qu'il y ait des combats à plusieurs seigneurs d'un côté, plusieurs seigneurs de l'autre, là, ça prend tout un alignement de planètes, là. Mais bon, on va le couvrir comme il se doit quand même. Fait que, bon, qu'est-ce qui s'ajoute là, comme mécanique, là? On va commencer avec un scénario simple où Herman, qui est le maréchal actuel, là, si on veut, là, des Teutons, décide de bouger ici, puis traîne avec lui uniquement Yaroslav, là. Puis il s'en vient sur la localité de Gavrilo, puis que lui, je sais pas qu'est-ce qui passe par la tête, mais il décide, ok, c'est beau, on va se battre. Là, c'est là où, bon, vous pouvez encore, là, tu sais, le wigner à peu près, là, en gardant les seigneurs à leur place, là. Mais là, c'est recommandé d'utiliser, là, ben, je fais longtemps que j'ai pas checké ma copie du jeu physique, là, mais tu sais, je pense qu'il y a vraiment un battle board, là, où vous pouvez positionner les seigneurs, là, encore là, dans Vassal. C'est tellement écœurant qu'on en vient qu'à oublier là, physiquement comment que c'est, là. Alors là, il y a une notion, là, je vous dirais, là, si on veut, là, de ligne de mêlée, là, en fait, là. Il y a trois positions essentiellement, là, la gauche, le centre et la droite. OK? Et chacun de vos seigneurs va occuper une de ces positions-là. Fait que la règle dit qu'au départ du combat, l'attaquant doit placer au centre le lord qui est actif. Alors dans ce cas-là, c'est Herman le maréchal, c'est lui qui vient de jouer une carte de, c'est lui qui est en train de jouer une carte de commandement, c'est lui qui est en train de faire une commande de march. Alors c'est lui qui traîne Yaroslav avec lui. Alors c'est Herman qui va au centre. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une décision à prendre. Herman dans ce cas-là s'en va au centre. Dans Vassal, là, c'est attacher votre tuc, là, clic droit, send to, Battle Array Center. Et là, Herman a disparu. Herman est rendu ici, là, prêt à en découdre au centre avec ses troupes, prêt à rentrer dedans. Après ça, dans ce cas-là, ça crisse rien, ça change rien, mais les autres seigneurs, après ça, ben, l'attaquant décide s'il les place à gauche ou à droite. Pourquoi je dis que ça fout rien? Parce que là, on attaque juste Gavrilo, là, vous allez comprendre pourquoi, là. Mais supposons que j'envoie Yaroslav à gauche. Alors là, voici, là, j'ai positionné mes seigneurs teutons pour la bataille. Le défenseur doit lui aussi placer un premier lord obligatoirement au centre. Là, ça peut être le lord de son choix, là, on va le voir tantôt, là, mais le défenseur aurait pu avoir plus qu'un lord sur place.
Dans ce cas-là, il y a seulement Gavrilo. Gavrilo s'en va au centre, that's it. On va le voir, ce sera pas long, mais je le dis tout de suite. Fait que si le défenseur avait eu plusieurs seigneurs, voyant comment l'attaquant a disposé ses seigneurs, ben, le défenseur doit absolument placer un seigneur au centre, comme je disais. Après ça, il doit obligatoirement aussi matcher les seigneurs de l'attaquant. Là. Ça veut dire que le deuxième seigneur russe, là, il n'y aurait pas le choix, il faudrait qu'il s'en vienne en face de Yaroslav. Et s'il y avait un troisième seigneur russe, ben là, il pourrait s'en venir, dans ce cas-là, là, à la gauche de Gavrilo, là, mais tu sais, là, il s'en viendrait là, ici, là, avec pas de seigneur en avant de lui. Là. Fait que le défenseur place un premier seigneur au centre, puis après doit matcher les seigneurs de l'attaquant. Là, il y a des places en arrière. Pourquoi? Puis là, on est vraiment là, dans la fantaisie pure et simple. Là, je peux pas concevoir que ça l'arrive. Mais imaginez si l'attaquant avait plus que trois seigneurs. OK? L'attaquant arrive avec quatre seigneurs. Tu sais, les gars, tout est possible. Il y a six seigneurs dans le jeu. Fait que pourquoi pas? Vous ne pourrez jamais avoir à un moment précis dans une ronde de bataille plus que trois seigneurs qui se battent en même temps. Fait que à partir du quatrième seigneur, ces seigneurs-là s'en vont dans ce qu'on appelle la réserve. Alors, ils attendent leur tour. Ils lisent le journal en attendant là, qu'il y ait de la place pour eux autres. Là. Et les seigneurs qui sont en réserve ne causent pas de hit et ne peuvent pas recevoir de hit. Puis on va voir dans pas long là, comment est-ce qu'ils peuvent venir prendre la place de seigneurs qui sont en déroute. Là. Fait que là, tu sais, si j'avais eu en plus, je sais pas moi, Heinrich, tu sais, si j'avais eu Q2 des Abel qui avait été ici, puis j'avais eu Heinrich en plus du côté de Teuton, ben j'aurais pu faire partir Heinrich dans les réserves, puis là, il attend. Puis là, Mané voit Yaroslav se sauver en courant. Ah ben, Chris, Yaroslav est parti, fait que je vais m'en aller à gauche. Fait que là, on va le voir, il va s'en aller. Il va s'en aller à gauche, il va prendre la place de Yaroslav. Là. On voit ça dans certains jeux aussi. Là, à l'époque, c'était un peu le concept de réserve comme ça. Là. Euh, mais bon, c'est le même. Mais là, tu sais, permettez-moi de vous dire ce que vous allez rencontrer dans la pratique, puis ce que vous ne rencontrerez pas dans la pratique. Là. Il y a un concept aussi fondamental à comprendre, puis je vais référer à ces règles-là. On dit présentement que Yaroslav est flanking. On dit présentement que Yaroslav flank Gavrilo. Là. Je ne me rappelle pas du terme français, là, qu'il le prend en tenaille ou quelque chose. En tout cas, je dois trouver que le terme français est laissé à désirer un petit peu, là. Mais présentement, Gavrilo est flanqué par Yaroslav et Yaroslav flanque Gavrilo. Alors, officiellement, la définition, là, un seigneur qui n'a pas de seigneur en face de lui, c'est le cas de Yaroslav, là, flanque le seigneur qui est à côté, là, qui est en face de lui, mais à côté. Là. Fait que, tu sais, je pourrais avoir une situation, là, puis là, on va voir, là, je pourrais avoir une situation comme ça en cours de combat. Là. Je pourrais avoir une situation comme ça où là, c'est Herman qui flanque Gavrilo. Là, vous allez me dire, ouais, mais Marco, il faut que le défenseur il mette son seigneur absolument au centre. Là. Mais c'est qu'en cours de combat, à mesure que les seigneurs vont tomber en déroute, dès qu'un seigneur tombe en déroute, on le prend puis on l'enlève. OK? Alors, ça peut créer des situations fuckées comme ça avec des trous à des places qu'on n'est pas habitué d'en voir. OK? Mais là, on va poursuivre avec notre exemple un peu classique pour commencer. Fait que ça, c'est le concept là, de seigneur qui flanque et de seigneur qui est flanqué. Bon, fait, de la façon que ça marche, ça, c'est un scénario vraiment simple. C'est un scénario que vous allez voir des fois, par exemple. 2 contre 1, j'avoue que c'est un scénario que vous allez voir des fois. OK? Fait que, à la limite, je vous dirais, c'est plus on avance dans la vidéo, moins c'est important d'écouter parce que plus je vais tomber dans des cas limites. Mais ce cas-là, vous allez le voir quand même assez souvent, fait que soyez attentifs. Dans ce cas-là, c'est relativement simple. C'est probablement, si vous aviez à improviser une règle là, c'est probablement ce que vous auriez fait là. Mais Herman et Yaroslav combinent leurs hits à chacune des phases de combat, puis concentrent tout ça sur Gavrilo. Puis Gavrilo, lui, comme d'habitude, quand arrive son tour là, en tant que défenseur, ben, cumule ses hits. Officiellement, il envoie ses hits sur Herman, qui est le Lord en face de lui. Mais concrètement, étant donné qu'il est flanqué par Yaroslav, ben Yaroslav peut jouer au héros, puis peut jouer au brave, puis peut gober des hits qui sont infligés par Gavrilo. Le principe de base ne change pas. Le camp qui reçoit des hits décide à qui, à quelle unité, et même dans ce cas-là, à quel seigneur il va attribuer les hits.
Mais bon, c'est évidemment le Russe, dans ce cas-là, il n'y a pas le choix. C'est Gavrilo qui bouffe tous les hits. Dans le cas du Teuton, ben, Gavrilo il inflige ses hits officiellement à Herman, mais étant donné que Yaroslav flanque Gavrilo, ben, Yaroslav peut bouffer des hits qui étaient destinés à Herman. Fait que vous aurez compris que le système, comme il se doit, va avantager le camp qui a un avantage numérique. Là. Ça ne doit pas être évident pour Gavrilo de se battre avec Arman en face de lui, puis toujours surveiller Yaroslav du coin de l'œil. Fait que dans un scénario comme ça, c'est un peu normal que Gavrilo soit désavantagé. Là, ce qui est fucking important, la règle peut-être qui est très importante, là, fait que je viens de dire, Yaroslav et Herman combinent leurs hits. C'est important pour les fameux demi-hits. J'ai fait exprès pour vous mettre un cas comme ça. Fait qu'ici, en temps normal, supposons que c'est au tour de la cavalerie de frapper. Bon, ben, Herman aurait eu deux hits de ses seigneurs, un hit, deux hits de ses chevaliers, dis-je, un hit de ses sergents et un demi-hit de sa cavalerie légère. Donc, il y aurait eu 3,5 hits. Si Herman avait été tout seul, il aurait fait round-up, 4 hits qui s'en vont du côté de Gavrilo. Yaroslav, s'il avait été tout seul, lui aussi, deux hits de ses chevaliers, un demi-hit de sa cavalerie légère, 2,5 hits, round-up devient 3 hits. Mais là, ils sont pas tout seuls, ils sont ensemble, puis ils combinent leurs hits. Fait que quand on fait ça, on additionne toutes, et s'il y a une fraction à la fin, on round-up. Fait que là, dans ce cas-là, ça fait 2, plus 1, ça fait 3, plus 0,5, ça fait 3,5, plus 2, ça fait 5,5, plus une demi, ça fait 6, et non 7. Alors, rappelez-vous, si Herman est tout seul, 2 plus 1,5, ça fait 3,5, round up à 4. 2,5, round up à 3. On pourrait être porté d'infliger 7 hits, mais non, il faut cumuler tout le monde. Et là, à la fin, s'il y a une fraction, on round up. Mais dans ce cas-là, en cumulant tout le monde, on arrive à 6 piles. Alors, c'est 6 hits qui s'en vont à Gavrilo et non pas 7. Ça peut être important. Puis ça, c'est vrai, là, dès que je vais vous dire que les seigneurs combinent leurs hits, là, ça veut dire qu'à la phase où est-ce qu'on est rendu, cavalerie, troupes à pied, les archers, whatever, là, on cumule tous les hits des seigneurs qui sont en train de combiner leurs hits, là, puis s'il y a une fraction, on round up, mais sinon, les hits passent droit tel quel. Bon, fait que là, ça va, là, fait que là, tant que la situation reste comme ça, là, c'est du gros bashing, du gros 2 contre un pas fair contre Gavrilo. Scénario 2, Herman et Yaroslav arrivent sur une localité où se trouve, euh, dans le fond, le Gavrilo puis Vladislav. Où est mon ami Vladislav? Il est ici. Fait que là, ça met, euh, ça met au défi mes notions de gauche et droite avec la tête penchée. Ah, les gars. Fait que là, voici le setup de départ. Encore là, Herman, j'ai pas le choix. Je suis l'attaquant, je suis le teuton, je place Herman au centre parce que c'est le Lord actif. Je peux mettre Yaroslav à gauche et à droite. Ça crisse rien au final. Parce que le défenseur est obligé de mettre quelqu'un au centre en avant d'Herman, puis après ça, il va être obligé de mettre son deuxième seigneur vis-à-vis mon deuxième seigneur. OK? Fait que le défenseur doit matcher les seigneurs là, un pour un. Là. Fait que, même si j'avais mis Yaroslav ici, ben Vladislav se serait retrouvé ici, puis c'est la même style d'affaires. Dans un cas comme ça, là, où personne ne flanque personne, tout le monde a quelque chose à s'occuper, là, ben, c'est presque comme si c'était, là, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui chie dans ses culottes et qui s'en aille, là, c'est presque comme si c'était deux batailles à un pour un. Alors, Herman tape Gavrilo, puis Yaroslav tape Vladislav et vice-versa. Le jour où il y en a un qui chie dans ses culottes, ben, on retombe dans une situation 2 contre un, où le camp à qui il reste deux seigneurs va comme flanquer le camp qui lui reste un seigneur, puis là, les deux seigneurs qui restent vont grouper leurs hits pour le reste de la bataille là, sur le seigneur restant. Comme je vous disais, 2 contre un puis 2 contre 2, là, c'est pas très compliqué. Puis même 3 contre 2, c'est pas très compliqué non plus, là, à moins d'exceptions. Fait que mettons qu'Herman avait amené Knud et Abel aussi. Alors, venez-vous-en, les gars. On pourrait se retrouver avec une situation de départ comme ça. Ben, qu'est-ce que ça change? Ben, concrètement, dans le fond, Yaroslav, lui, est occupé avec Vladislav
Herman est occupé avec Gavrilo, puis Knud et Abel flanquent Gavrilo. Alors Knud et Abel et Herman groupent leur hit contre Gavrilo. OK? Puis il n'y a jamais il y a jamais de hit qui se perd dans la patente. OK? Fait que supposons que là, le Gavrilo s'en vient à mocher, là, puis là, le Gavrilo a perdu des unités, là, puis il reste juste une vulgaire milice, là, puis on arrive à la puissante cavalerie teutonne, là. Fait que là, 2, 3, 3.5, euh, 5.5, 6.5, 7 hits s'en vont sur Gavrilo. T'sais. Pas de chance à la milice. Alors, la milice fail son jet dès le premier chose. Alors, il reste 6 hits. Ces 6 hits-là tombent pas à terre. Même si Gavrilo, là, à ce moment-là, est en déroute, puis qu'on l'enlève du board, là, ben, tous les hits s'en vont à Vladislav. Tous les 6 hits restants s'en vont sur Vladislav. Tain, mon Chris, là, il est vraiment en sérieux désavantage numérique. Il est à 3 contre 1, là, puis il bouffe la balance des hits. Puis on va voir plus tard s'il persiste et il s'entête, Vladislav, là, comment la séquence de combat va remettre les gens. Fait que, les situations fuckées que vous allez pogner, c'est parce que au setup initial, c'est dur d'avoir des scénarios fuckés, étant donné les règles qui fait que la plupart des lords se font face. Là. Mais évidemment, encore là, avec les aléas du jeu et des dés, c'est possible qu'en cours de séquence de combat, il y ait des seigneurs qui tombent en déroute puis que ça donne des trous à des places bizarres. Puis je vais vous montrer les cas les plus communs là, dans d'autres exemples. Là. Mais c'est là que vous allez avoir des cas fuckés parce que sinon, au départ, comme on a vu, là, 2 contre un, 2 contre 2, puis même 3 contre 2 comme ça, là, c'est quand même assez straightforward. Là. Puis là, quand Gavrilo inflige ses hits à Herman, ben, je rappelle qu'étant donné que Knud et Abel flanquent Gavrilo, Knud et Abel pourraient bouffer des hits qui étaient destinés à Herman. Fait, fait que là, si on revient dans la séquence de combat, au début de la ronde, on rappelle qu'il y a un principe de concede. OK? Et là, je tiens à dire que le concede, ça s'applique à une faction au complet. Vous ne concedez pas des lords individuellement. OK? Fait que le concede, c'est pas de dire, par exemple, là, oh là, Yaroslav s'en vient maganer, fait que Yaroslav va conceder. Non. Si vous concedez, les Teutons concedent ou les Russes concedent. OK? Fait que faites-vous-en pas, là, même si Yaroslav, tu sais, si Herman et Knud et Abel sont en forme, ben, même si Yaroslav se fait amocher et finit par être en déroute, ben, encore là, si les Teutons finissent par gagner la bataille, il y a de très bonnes chances là, que Yaroslav réussisse à sauver au minimum son chevalier, peut-être même ses hommes d'armes, puis qu'il reste dans la game pareil. Là. Mais le concede, ce n'est pas seigneur par seigneur, c'est le concede pour un camp au complet. OK? Fait que ça, c'est important à dire. L'autre chose qui s'ajoute, c'est entre le concede et notre fameuse séquence de combat là, avec l'archer du défenseur, l'archer de l'attaquant, puis tatata, là, à plusieurs seigneurs se rajoute une phase qu'on appelle le repositionnement. Alors, c'est là que les troupes vont se. C'est là qu'on va rapiécer les trous, là, puis c'est là que les seigneurs là, vont se repositionner de manière intelligente. Là. Fait, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Bon, première chose, et on retourne un peu dans la fantaisie et l'imaginaire, il y a deux choses qui se passent à la phase de repositionnement. Si vous avez des trous dans votre ligne de 3 ici, et que vous avez des seigneurs en réserve, ben c'est là l'exemple que je disais tantôt. Là, si Heinrich était là, puis que Yaroslav s'est sauvé, là, ben à la phase de repositionnement, donc au début d'une nouvelle ronde de combat, c'est là que Heinrich arrive et prendrait la place de Yaroslav. Fait que ça ne se fait pas ça live. Là. La première chose qui va arriver, c'est que Yaroslav va fuir. On va finir la ronde de combat actuelle. On va revenir au début. On va déterminer s'il y a un camp qui concède ou non. Puis après ça, les chevaliers en réserve, en fait, les seigneurs en réserve vont pouvoir venir prendre la place des trous qui ont été créés. Et la deuxième chose que vous n'avez pas le choix de faire dans la phase de repositionnement, là, puis ça aurait été le cas ici avec Gavrilo, là. Fait que mettons que Gavrilo s'est poussé, temporairement, Vladislav reste là, il bouge pas. Mais si on arrive à la prochaine phase de combat, là, à la phase de repositionnement, bon là, les Russes n'ont pas de seigneur en réserve, mais là, ce qui doit être fait, c'est que si le centre est vide, un des seigneurs à gauche ou à droite, au choix du joueur, doit venir boucher le trou au centre.
Et là, on voit que ça redevient une situation un peu plus standard, là, où Vladislav est face à Herman et se fait flanquer par Yaroslav et flanquer. Mettons que Yaroslav, il reste du monde, là. Il se fait flanquer par Yaroslav et il se fait flanquer par Knud et Abel. Fait que les hits de Vladislav, à ce moment-là, destinés à Herman, peuvent être bouffés par Yaroslav ou par Knud et Abel. Puis lui, Vladislav, là, il reçoit la furie des trois seigneurs teutons en même temps, là. Alors, quand on arrive à une phase de combat, là, on cumule toutes les unités pertinentes des trois seigneurs teutons, puis là, c'est le tir groupé sur le pauvre Vladislav, là. Et la dernière chose à mentionner, le perdant du combat, là, dans le fond, le sort de chaque seigneur perdant est décidé là, individuellement. Alors, vous n'êtes pas obligé, par exemple, de recruter, de retraiter, pardon, tous les seigneurs perdants à la même place. Vous pourriez dire, ben, lui va retraiter ici, lui va retraiter là. Je vais vous donner un exemple où ça peut être pertinent, là. Mais disons, si ce combat-là, c'était le même combat, s'était passé ici, ben, rappelez-vous là, qu'une place forte, le petit chiffre ici dans le rond rouge, là, c'est la capacité de la place forte. Je ne peux pas retraiter Gavrilo et Vladislav là. Je vais devoir choisir un des deux qui va se retirer derrière les murs et qui n'aura donc, qui va tout garder ses assets, qui n'aura pas de pénalité, qui ne devra pas brasser son service. Et je vais devoir en prendre un autre et dire, mettons, sorry Gavrilo, il n'y a plus de place. Vladislav a été le premier à rentrer puis il a fermé les portes. Puis il n'y a plus de place. C'est comme quand tu arrives dans un ascenseur, là, puis là, tu es convaincu, toi, qu'il y a de la place, là, mais les autres disent non, 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 il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Fait que c'est la même affaire avec Gavrilo. Fait que là, Gavrilo sera obligé, lui, de retraiter à Coporier. Et lui, il aurait beaucoup plus d'impact. Là, voilà, ça dépend si les Russes ont concédé ou non. Là, mais tu sais, je vous réfère à l'autre vidéo au besoin. Là, mais au minimum, même s'il y avait eu une concession, là, au minimum, Gavrilo ne peut pas retraiter en étant surchargé. Alors, il laisse derrière lui possiblement des sandwichs du loot même, puis il va surtout devoir brasser son service en tant que seigneur perdant qui a été pogné pour retraiter. Alors voilà, si vous tenez à votre santé mentale, vous pouvez arrêter la vidéo ici, là. Les cas que je vais vous montrer, j'ai été assez fatiguant sur Board Game Geek, j'ai posé beaucoup de questions pour essayer de comprendre ça. Je suis convaincu que ces règles-là sont mal jouées par, si je vais guesser un chiffre que je suis même pas sûr que j'exagère, mais 80% du monde. Fait que au moment où j'enregistre cette vidéo-là, le jeu est sorti depuis 3 ans, là. Et puis j'ai posé des questions là, qui ont pas mal bouché du monde là, qui était comme reconnu comme étant des sommités par rapport à ces règles-là. Mais c'est que c'est compliqué, il peut y avoir toutes sortes de cas. Puis là, malheureusement, ben, en tout cas, c'est pour ça que je vais au bout vraiment de Nevsky là, comme étant le premier jeu dans le système, puis je vous l'explique, mais comme n'importe quel système, il a déjà commencé à maturer, ce système-là. Fait qu'il y a des questions que j'ai posées que les gens ont dit, ben dans Almoravid, c'est beaucoup plus simple. Puis dans Inferno, qui va être le troisième à sortir, ça aussi, ça a été clarifié. Fait qu'on voit qu'au fur et à mesure que les gens jouent. Oh, sorry, j'avais oublié de fermer, fermer Outlook. Fait qu'on on voit là, qu'à mesure que le système mature et que les jeux sortent, les gens testent les cas limites, puis ces cas limites-là sont précisés dans les règles. Fait que mais bon, dans Nevsky, au moment où c'est sorti, là, c'était pas tout nécessairement, mais ça a été clarifié depuis. Puis honnêtement, j'ai eu la réponse à toutes mes questions. Puis de la façon que je vous l'ai expliqué là, ça fait du sens. Puis dites-vous que de la façon que je vous l'ai expliqué là, je suis pas mal sûr que c'est de même ça marche dans le Moravid puis dans les prochains. Fait qu'encore là, vous allez avoir eu votre piqûre et votre vaccin par rapport à ça, là. Pourquoi je dis d'arrêter le vidéo pour votre santé mentale? Je vais vous montrer des cas fucking limite. Deux cas fucking limite. Euh, que je suis pas sûr que ça peut arriver dans la pratique, mais il y a une chance théorique, là. Quelqu'un qui se forcerait pour le faire arriver, pourrait le faire arriver, mais je suis pas sûr que dans une game normale, vous allez voir ça. Mais en même temps, c'est des bonnes façons de mettre à l'épreuve les règles, fait qu'allons-y. J'en ai pas pour longtemps de toute façon. Fait que là, je vais vous montrer beaucoup tu sais là, de fromage à trous, là, si on veut. Là. Je vais vous montrer beaucoup de cas où déjà là, encore là, vous voyez, ben Chris, il n'y a personne au milieu du côté des Russes. What the fuck? Ben, c'est qu'on présume que dans ce cas-là, il y avait quelqu'un au milieu, mais cette personne, ce seigneur-là a été mis en déroute. OK? Fait que déjà là, c'est un peu fucké. Fait que dans un cas comme ça, là, mettons qu'il y avait un seigneur russe au milieu, mais qui est en déroute, puis là, le combat se poursuit. Ben, qui tape sur qui? Vladislav tape sur Herman. OK? Ça, c'est that's it. Herman est obligé de bouffer les hits de Vladislav
That's it. Fait que Gavrilo tape sur Yaroslav, puis ses hits peuvent être bouffés par Herman. OK? Fait que dans une situation comme ça, Herman flanque Gavrilo. Euh, Puis là, c'est fucké, là. Herman est considéré comme flanking Vladislav et Vladislav est considéré comme flanking Herman parce que les deux n'ont pas de seigneur en face d'eux autres, donc ils sont considérés comme flankant l'autre. Mais concrètement, Vladislav assigne tous ses hits à Herman et c'est Herman qui est obligé d'y bouffer. Gavrilo assigne tous ses hits à Yaroslav, mais étant donné qu'Herman est à côté puis qu'il flanque Gavrilo, Herman pourrait bouffer ces hits-là. Puis là où ça devient intéressant, c'est qu'est-ce qui arrive du côté de Teuton. Ben là, il y a deux possibilités. Soit que Herman tape sur Vladislav tout seul et que Yaroslav tape sur Gavrilo tout seul, ou que Herman et Yaroslav groupent leurs hits et les envoient sur Gavrilo. Fait que voici un cas, c'est rare, voici un cas où il y a une décision à prendre pour le teuton, là, de dire, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que Herman tape sur Vladislav ou est-ce que je groupe mes hits d'Herman et de Yaroslav puis qu'on s'en va là, à fond la caisse sur Gavrilo? Et dernier exemple foqué, et après je vous laisse aller. Alors voici un autre exemple foqué. Encore là, un combat ne peut pas commencer comme ça officiellement. Fait que là, on présume que dans cette situation-là, là, peut-être, là, c'était une bataille là, 2 contre 3, puis le seigneur russe qui était ici est en déroute. Là. Fait que dans un cas comme ça, Vladislav et Gavrilo tapent sur Herman. Mais ce que je veux illustrer par là, c'est que Yaroslav ne peut pas venir absorber les hits qui sont assignés à Herman. Parce que Yaroslav, il flingue Gavrilo, mais il ne flingue pas Vladislav. Il est comme trop loin, entre guillemets. Fait que voici un cas où Vladislav et Gavrilo font du tir groupé à Herman. Et inversement, Herman et Yaroslav font du tir groupé sur Gavrilo. Puis Vladislav ne peut pas bouffer les hits à la place de Gavrilo. Fait que voilà, c'est ma foi, ça fait le tour. Puis on aura l'occasion de revenir un petit peu là-dessus là, quand on va parler des scénarios foqués là, où on vient à la rescousse d'un seigneur qui est assiégé, là, parce que ça aussi, dans ce cas-là, il y a plus qu'un seigneur d'impliqué potentiellement dans chaque camp. Là. Mais pour l'instant, on va voir un cas pas mal plus commun dans le prochain vidéo, là, celui enfin de l'assaut d'une place forte. Vous allez comprendre pourquoi c'est fucking tough de prendre d'assaut une place forte. Fait que manquez pas ça parce que ça arrive très souvent. À plus!